Vous voyez? On peut le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut se perdre dans les virgules et les zéros, alors que si on dit 10 puissance moins 2, ben ça fait 1 sur 10 puissance 2, c'est l'inverse, si vous voulez. Et de la même façon, 10 puissance moins 43, ça fait 1 sur 10 puissance 43. 10 puissance 43, c'est quand même 1 suivi de 43 zéros. Donc c'est c'est ultra petit. Donc, cette longueur, elle n'est pas nulle, pour ce qui concerne la longueur de l'univers, mais le temps non plus n'est pas nul. Ce qui veut dire qu'on peut être incité à se poser la question, mais est-ce qu'il y avait quelque chose avant ce temps de Planck, avant cet instant si petit? Et c'est ce qui nous a poussé à chercher. Et en fait, je vous passe les détails parce que, évidemment, ce sont 2 travaux de thèse qui ont duré des années, puis qui sont bourrés de détails. Monsieur le maire a eu la gentillesse de citer les titres, alors vous voyez ce que ça veut dire, c'est quand même assez... Mais il y a une conclusion de cela, c'est que finalement, elle s'impose à tous et elle est aussi simple à comprendre que ce que disait Einstein à propos de sa femme de ménage. Puisque la matière naît au moment du Big Bang, eh bien, ça signifie qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de matière. Voilà, quelque chose qui est logique. Et que d'ailleurs les scientifiques acceptent, puisque disent tous, oui, la matière est née au moment du Big Bang, ce qui signifie qu'avant, il y avait autre chose. Mais ils ne spécifient pas ce qu'il y avait. Or, nos travaux de thèse nous ont amené à comprendre que, et peut-être à découvrir, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est une hypothèse, que ce qu'il y avait avant le Big Bang n'étant pas matériel, eh bien, ça peut se comparer à ce qu'on appelle, en science aujourd'hui, de l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information? Eh bien, c'est tout simplement le contenu sémantique de quelque chose. C'est de l'information, par exemple, si je dis 1 plus 1 égale 2, voilà, j'ai une information. Je peux la partager, 1 plus 1 égale 2, c'est une information invariante, c'est vrai pour tout le monde ici dans cette salle, c'est une information. Le nombre pi, par exemple. Prenez le nombre pi, 3, 14, 15, 92, 65, 35, et puis ça s'en va à l'infini, c'est aussi une suite donc de ce qu'on appelle des décimales, après la virgule, c'est une information. Et ainsi de suite. Donc, on peut considérer, c'est ce que nous avons évidemment, Igor et moi, avancé comme hypothèse, discutable dans toutes les hypothèses, mais malgré tout, c'est un bon point de repère, que l'univers matériel est précédé de quelque chose que l'on peut appeler une information primordiale. Et cette information qui rassemble donc les grandes constantes, les grands paramètres cosmologiques, les nombres purs, etc. Donc ce sont des données qui sont numériques, eh bien, elle peut se comparer à cette information primordiale qui précède la naissance de tout être vivant, et que l'on appelle, comme vous le savez, le code génétique. Et c'est la raison pour laquelle, dans un ouvrage qui est paru en 1994, très bel ouvrage, George Smoot, donc prix Nobel en 2006 pour avoir découvert avec John Matter la première lumière, dit « Il est vraisemblable, je le cite, c'est un des premiers à dire ça, il est vraisemblable que l'univers avant le Big Bang était précédé de quelque chose qu'on pourrait comparer à l'ADN de l'univers. » C'est lui qui a eu cette belle expression. L'ADN de l'univers. Et en effet, ça peut mettre sur la piste, c'est une bonne piste, pour comprendre que finalement, il existe peut-être, un état immatériel qui peut se comparer donc au code génétique pour un être vivant et que nous appelons, Igor et moi, le code cosmologique. On va passer à la question du multivers. Donc, oui, tu nous as demandé ce qu'on pense des multivers. Grishka et moi, nous sommes assez hostiles à cette idée pour plusieurs raisons. À le multivers, oui, le multivers, c'est l'idée qu'il existe une multitude, dans multivers, il y a multi, donc ça veut dire multitude, une multitude d'univers qui seraient, comment dire, séparés d'une autre, qu'on ne pourrait pas observer. Ce serait, en science-fiction, on appelle ça des univers parallèles. Au fond, il existerait, par exemple, je vous donne juste une image, mais il existerait un univers dans lequel tout serait exactement pareil, sauf que, par exemple, le professeur Gonzalez ne serait pas là. Bien, monsieur le maire serait encore là. Oui, monsieur le maire serait encore là. Des petites variations comme ça, qui font que ces univers-là seraient existants à côté du nôtre. Ils seraient parallèles au nôtre, mais on ne pourrait pas les observer. Ils ne rentreraient jamais en interaction avec nous. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas observer
un univers dans lequel M. Le Maire serait encore là. Donc, ces univers parallèles sont nés à la suite des travaux de physiciens comme Everett et d'autres, qui, s'intéressant donc à ce qu'on appelle l'incertitude quantique, se sont dit, ben, finalement, l'univers, à chaque fois que l'on fait une mesure, eh bien, l'univers, vous savez, le chat de Schrödinger, est-ce qu'il a entendu parler du chat de Schrödinger? Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce serait trop long, mais à chaque fois que l'on fait une mesure, eh bien, l'univers se divise. Il y a un univers dans lequel le chat est vivant, puis un autre dans lequel le chat est mort. Bon, donc ça veut dire que dans lequel Monsieur le Maire est là, et dans lequel il n'est pas là. Donc ces univers-là sont postulés par la théorie, mais ils ont un grave problème de notre point de vue. C'est qu'ils ne peuvent pas être observés. Et de ce point de vue-là, ils n'obéissent pas à ce qu'on appelle tout simplement le test de Popper. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas les vérifier. Si on ne peut pas les vérifier, ils ne resteront qu'à l'état d'hypothèse. Et par définition, on ne pourra pas les vérifier, parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit évidemment plus d'un univers parallèle, mais il s'agit d'un univers qui fait partie d'une autre. La deuxième raison pour laquelle nous ne croyons pas du tout à la possibilité des univers parallèles, c'est que ces univers-là postulent des lois différentes des nôtres. Et nous pensons que les lois sont universelles. Que, pour être simple... Le nombre pi est partout pareil. Le nombre pi est partout. Et 1 plus 1, ça fait partout 2. En fait. Oui, voilà, ça ne fait pas 3. Et donc, l'universalité des lois, des lois mathématiques et donc de la physique, fait que, selon nous, les univers dits parallèles aux nôtres ne peuvent pas exister. Il y a là une vraie censure cosmique. Alors, troisième question, sur la loi de Lavoisier. Vous savez, donc rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Est-ce que ça s'applique à l'univers tout entier? Ben, ça pose la question de l'univers à très long terme. Est-ce que dans très longtemps, dans longtemps, c'est des milliards d'années, est-ce que l'univers va exister sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui? Eh bien, en fait, non. L'univers, il n'était pas du tout pareil il y a 13 milliards et quelques millions d'années, il n'était pas du tout pareil. Et bien, dans des milliards d'années, il ne sera pas du tout pareil. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, un exemple simple, le Soleil qui tarde à briller en ce moment sur la France et sur le reste de l'Europe, eh bien, ce Soleil-là, il brille depuis 5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui quand même déjà... Ben, il n'est pas si âgé que ça, parce qu'il est en pleine force de l'âge. Pour le comparer à un être humain, ce Soleil, il aurait une quarantaine d'années, à peu près. Il est à la moitié de sa vie. Et en fait, il va brûler encore ses réserves d'hydrogène pendant à peu près 5 milliards d'années, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et ce qui est vrai pour le Soleil, ce qui va devenir donc une naine rouge, ce qui est vrai pour le Soleil, eh bien c'est vrai aussi pour toutes les étoiles de notre galaxie, mais aussi pour toutes les étoiles de toutes les galaxies. Elles finiront par s'éteindre un jour, et la matière finira par se désagréger totalement. Ce que prévoient les physiciens, c'est qu'à l'horizon très lointain, même le proton, donc, qui a une vie de 10 puissance 40 années, donc c'est beaucoup, mais ben, elle n'est pas éternelle. La matière n'est pas éternelle. Finalement, elle finira par se désagréger. Et là, la question qui se pose, c'est, mais alors, que reste-t-il du principe de Lavoisier? Igor refuse de répondre. Non, j'étais totalement stupéfait par la question. Mais en fait, quel reste-t-il du principe de Lavoisier? En réalité, bon, pour faire court, il faut que vous réfléchissiez à cela. Il faut comprendre que l'univers, dans son histoire, passe d'un état extrêmement simple. Au moment du Big Bang, ce n'est qu'une énergie et ce ne sont que des noyaux d'atomes d'hydrogène qui vont être fabriqués pendant les 3 premières minutes d'existence de l'univers. Pendant que la température est suffisamment élevée, elle passe de 100 000 milliards de degrés à 1 milliard de degrés. Quand elle atteint le milliard de degrés 3 minutes après le Big Bang, le four cosmique est trop froid, on ne peut plus fabriquer de noyaux d'atomes d'hydrogène. Alors vous voyez que il y a les noyaux d'atomes d'hydrogène, vous savez, c'est quand même ces éléments légers constituent 98% de la masse de l'univers visible. Donc c'est absolument gigantesque. Tout ça, c'est fabriqué en 3 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, on a un état de l'univers qui est extrêmement simple, qui est peu complexe, qui contient peu d'informations. Mais aujourd'hui, 13 milliards et 820 millions d'années,
on peut dire que le contenu d'information de l'univers est devenu incroyablement plus élevé qu'il l'était au début. Donc, il y a quelque chose sur lequel nous devons tous réfléchir, c'est à savoir, qu'est-ce qui se passe? L'énergie du début, les 10 puissance 19 gigaélectronvolts dont a parlé le professeur, elle va baisser. Elle passe de 100 000 milliards de degrés à 1 milliard de degrés 3 minutes après, puis elle continue à baisser. L'énergie au fond de l'univers, elle baisse à chaque instant. L'univers perd de l'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus le principe de Lavoisier qui s'applique exactement, mais c'est la même idée. Parce que, à la perte d'énergie du système, considérons que l'énergie de l'univers tout entier constitue un système, l'énergie de ce système diminue, mais en revanche, sa complexité s'accroît localement. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers devient de plus en plus informé. Et nous sommes ici, puisque nous sommes la matière pensante de l'univers, nous ne sommes rien d'autre que l'univers qui pense sur lui-même, qui a pris conscience de lui-même. 13 milliards et 820 millions d'années après le début. Eh bien, nous sommes aussi, nous contribuons à cet enrichissement de l'information. Et ce qui s'est passé sur la Terre, au moment de l'apparition de la vie, et puis plus tard de la conscience et de l'intelligence, c'est évidemment reproduit ailleurs, sur d'autres sites planétaires, pour peu que les conditions astronomiques, chimiques et physiques soient réunies. Et elles le sont, parce qu'on aura certainement dans la décennie qui vient la preuve qu'une signature biologique existe ailleurs. Donc ça veut dire que l'univers s'informe, qu'il devient de plus en plus complexe, et qu'à la perte d'énergie, dont Grishka parlait, qui est la perte d'énergie à l'horizon très très lointain disons, de la fin de l'univers physique, correspondra une information qui est l'information finale, qui d'une certaine manière est symétrique de l'information primordiale. C'est ça qu'on doit savoir. C'est une bonne nouvelle quand même, parce que ça veut dire que tout ne disparaît pas, et que Lavoisier a raison. Et que Lavoisier a raison. Il est déjà 21h30, je ne voudrais frustrer personne dans la salle. S'il y a encore une question, éventuellement je la prends, sinon je la pose moi-même. Je me demandais pourquoi le titre de 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang. Moi j'ai lu ce livre que j'ai vraiment adoré, y compris mon fils qui a 11 ans, donc vraiment je vous le conseille, il est captivant. Mais j'ai mis beaucoup plus de 3 minutes par chapitre. Alors je voudrais juste comprendre le sens de ce titre, puisqu'on parlait de la relativité du temps tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que c'est une collection qui s'appelle donc 3 minutes pour comprendre. Alors les mathématiques, l'économie, la philosophie, la psychanalyse. Mais en effet, cette collection vous impose évidemment d'être rapide pour acquérir, très rapide pour acquérir des connaissances. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a 60 chapitres et que ces chapitres sont divisés en plusieurs parties. Donc il y a des parties intercalaires avec des petites choses qu'on apprend, 3 minutes pour s'émerveiller, etc. Mais au milieu, chaque chapitre se lit c'est vrai, en 3 minutes. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour d'un chapitre en 3 minutes. Alors si vous multipliez par 60, non, mais non, Agnès. Non, c'est pas ça. On dit par exemple que sur ces 60 chapitres, on va mettre à peu près 3 minutes pour... Ce qui veut dire en fait qu'en 180 minutes, on aura fait le tour de la question, le tour du bouquin. C'est vrai que, on m'a dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, j'ai lu le bouquin en 3 heures. C'est vrai, hein, je plaisante pas. Le comprendre Parfaitement. Alors non seulement ça, mais vous savez ce que disait Paul Valéry? Paul Valéry, dans son auguste sagesse de poète, disait, pour qu'un livre soit réussi, il faut qu'on puisse le lire en moins de 3 heures. Donc voilà, parce que là on a le contrat. Alors la troisième raison, qui est la plus importante, c'est que, et on l'a dit tout à l'heure très rapidement, et vous avez cette bouteille d'eau là-bas, monsieur le maire y a fait allusion, il contient des atomes d'hydrogène, H2O. Ces atomes d'hydrogène contiennent des fameux noyaux d'atomes d'hydrogène, dont on a parlé il y a un instant, qui ont été donc créés dans les 3 premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après. 3 minutes pour engendrer 98% de la matière de l'univers. Il fallait rendre hommage. C'est pour ça. Il fallait rendre hommage. Je comprends mieux. En effet, c'est parfaitement rationnel.